Coucou, c'est l'heure du bilan de l'année 2022. On va faire un top 3, mes meilleures lectures BD manga, les 3 meilleurs films que j'ai vus cette année et les 3 meilleures séries aussi que j'ai regardées cette année. On enregistre là sur Twitch et on va commencer tout de suite par mes 3 meilleures lectures de l'année 2022 qui sont toutes des BD et mangas. Alors, à votre avis, genre dans mes 276 livres lus, hein, bien sûr, vous savez quel est mon top 3. En premier, je vais vous parler Le poids des héros. Hop. Du coup, j'ai pris une BD adulte, une BD jeunesse et un manga. Comme ça, c'est à peu près diversifié. Hop. Donc Le poids des héros de David Sala. Je vous en avais parlé. J'avais essayé de vous montrer un petit peu des dessins et tout. Coucou Shadow, coucou. Comment tu vas aujourd'hui ? Donc, on est sur une autobiographie de David Sala qui va parler de son enfance. Il va parler de ses figures tutélaires, effectivement, ses grands-parents, qui ont été ses 2 grands-pères héros de guerre et de résistance. David Sala, qui est un auteur-illustrateur de la région lyonnaise. Donc, déjà, moi ça me parle. Qui est d'origine espagnole, ça me parle aussi. En plus, bon, son travail est magnifique, mais déjà, j'étais très touchée par le contexte. Il va nous parler de son enfance en tant que petit garçon, voilà. Et son enfance jusqu'à son adolescence et son entrée dans la vie adulte, parce que on va aller jusqu'à son entrée à l'école Émile Coll, qui est une école d'art où il y a été beaucoup d'auteurs et illustrateurs de BD qui ont été formés là-bas. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une ode à sa famille, ses grands-parents. C'est hyper touchant. C'est extrêmement beau. Je vais vous montrer des images. Hop. Je vais vous montrer des images de Le poids des héros. Ça donne envie de pleurer un peu, hein. Bah alors, est-ce que j'ai le droit de taper ? Toudoum. Da-na-nam. Voilà, alors là, c'est un style... c'est très 70, hein, parce que, bien sûr, ça se passe en partie pendant les années 70. Je vois Otsuki. Hop. Mais moi je trouve ça absolument incroyable. Regardez ces aquarelles. Ces planches. Alors voilà, hein, c'est un style... déjà c'est un style David Sala. Quand on voit... quand on ouvre une bande dessinée, une de ses bandes dessinées, on sait que c'est lui. Et les expressions, en fait, tout, je trouve, marche super bien. Les expressions, elles sont hyper rendues, hyper réalistes, et en même temps, c'est des décors hyper psychédéliques, hyper oniriques,
hyper évocateur. Moi j'adore. J'adore. Coucou Joël! Coucou Joël! Merci, merci pour le follow, merci beaucoup, merci. Bienvenue. Voilà, c'est très beau. Je pense que ça plaira pas non plus à tout le monde, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. On peut le... Ah, regardez comme c'est beau. Incroyable, hein? Incroyable. Ces aquarelles, elles sont ouf. Elles sont fous, ouf. Voilà. Donc, hop. Donc, je l'ai mis dans mes coups de cœur. J'ai vu que c'était dans pas mal de tops de pas mal de monde d'ailleurs de cette année. Et est-ce qu'il est pas à Angoulême? Angoulême 2023. J'ai regardé rapidement la sélection. Même pas. Ah, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans la sélection et il y a des trucs que j'ai moins aimés. Vraiment, Le Poids des héros, je vous la conseille. C'est vraiment une magnifique BD. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. C'est vraiment ce truc de la petite histoire qui se lie à la grande histoire, du poids du patrimoine familial, de la transmission, de toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est super. C'est superbe. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Hop. Est-ce que on va passer à mon deuxième top? Mon deuxième top. J'ai pas fait d'ordre. Hein, j'ai pas fait d'ordre dans mes tops. Alors, mon deuxième top dont j'ai envie de vous parler, c'est la dernière chronique Instagram que j'ai fait. Hop. T'as déjà dit qu'il y avait un air de Arya Stark? Ah non, pas du tout. Alors on m'a comparé à... On m'a déjà dit que j'avais un air de Oshi. Voilà, la chanteuse. Mais... on m'a comparé à plein de personnes en même temps. Je pense que on compare tout le monde à plein de personnes. Mais Arya, non, jamais. On a quelques années d'écart quand même. Ah ouais, c'est ouf. C'est les cheveux bruns, hein, c'est tout. Mon deuxième top, c'est 16e printemps. Ah, bah si vous êtes d'accord, je le mettrai dans les autres personnes avec qui on m'a comparé. La liste des personnes. Ah bah tenez, dites-moi dans le chat si on vous a déjà comparé avec quelqu'un de connu ou quoi que ce soit. Le deuxième livre que je voulais mettre dans mon top 3, c'est 16e printemps de Yumbo chez Delcourt. Donc là, c'est une BD jeunesse. C'est une BD jeunesse qui a l'air très très jeune public, mais qui est pas si jeunesse que ça. Elle fait 120 pages déjà, donc c'est quand même une petite brique pour une BD. Et elle est au format Alien, donc un format un peu particulier. Déjà, c'est très très beau. C'est tout à l'aquarelle. Avec ces personnages... anthropomorphes, les animaux anthropomorphes, c'est ça qu'on dit, hein. Parce que je perds je perds mon vocabulaire. Donc on va vraiment, voilà, là le synopsis est assez bien foutu. On va suivre donc 5 ans, à 5 ans, vraiment le jour de son anniversaire, la petite renarde Yeowu, on va voir ses parents se séparer le jour de son anniversaire, donc c'est un peu un trauma, et son père va l'embarquer à la campagne chez son grand-père et sa tante, et il va la laisser là et il va se casser, donc vraiment il l'abandonne derrière lui, quoi. Ça va être très difficile, elle va être dans une immense colère, dans un immense rejet. En plus, son grand-père, il est assez âgé, il
la plus lâche de s'occuper d'une petite fille. Sa tante, on comprend que si elle vit toujours chez son père, c'est que elle a quelques petits soucis, elle n'aura jamais réussi à quitter la maison familiale, elle n'est pas du tout capable de s'occuper d'une enfant, donc ils vont tant bien que mal essayer de l'élever, mais voilà, c'est compliqué pour eux. Et voilà. Et à un moment, elle va rencontrer cette poule qui, elle, s'est enfuie de la ville des poules parce qu'elle était toute seule, elle n'a pas fait d'enfant, et que c'est pas très bien vu dans la ville des poules. Et du coup, elle va s'installer dans ce village de renards, donc un peu curieux. On dit que ça va pas être très compatible, mais du coup, ça devient sa nouvelle voisine, elles vont créer un lien. Et donc, 16e printemps, parce qu'on va la suivre du coup de ses 5 ans à ses 16 ans, avec les problématiques avec sa famille, le lien qui va se créer avec cette voisine, les problématiques qu'elle va avoir à l'école, et cette colère qui va peut-être petit à petit s'apaiser, se transformer en d'autres types d'émotions, d'autres types de réactions. Et voilà, on va voir son père, est-ce que de temps en temps réapparaître, comment ça va évoluer, leur lien, tout ça. Et c'est extrêmement délicat. Bon, déjà c'est très beau visuellement, encore une fois. Hop, attendez. Déjà c'est très très beau. C'est très poétique, c'est très délicat. C'est très subtil, c'est très... Je dis beaucoup très. Comment dire? Des fois, des fois on en fait des caisses et tout, et là, non, vraiment... Hop. On comprend très bien les émotions d'une manière très simple. Et bon, c'est un peu triste, mais... C'est un peu triste, mais en même temps, il y a quand même de l'espoir dans cette tristesse. Il y a de la vie, ça continue, quoi. Ouais, on voit son grand-père, sa tante. Voilà. Et du coup, on dirait que c'est très jeunesse comme ça, mais pas du tout. Franchement, ça peut être lu par... je dirais pas des très jeunes enfants. Faut pouvoir quand même s'enquiller 120 pages d'une BD écrit en pas très gros. Puis des enfants très très jeunes, je pense qu'ils vont passer à côté de certaines choses, ça leur plaira pas forcément. Mais après, même pour des adultes, franchement, c'est très très cool. Il y a des fois, il délire avec les comparaisons. Une fois, on m'a sorti Justin Timberlake, alors que rien à voir. Waouh! C'est une sacrée comparaison de Justin Timberlake. Luis Miguel, Luis Miguel, on dit, je sais même pas. Ah, j'ai dit beaucoup très. Voilà, franchement, très très belle découverte, 16e printemps. J'avais rien lu d'autre de cette autrice. Mais je vais surveiller maintenant son travail. Et donc celui-ci, j'en ai fait une petite chronique sur Instagram. C'est la dernière que j'ai faite de 2022. Voilà. Et enfin, je voulais vous parler d'un manga quand même, parce que je lis beaucoup de mangas. J'ai hésité, est-ce que je mets Léviathan? J'en avais parlé de Léviathan, j'en ai fait aussi une chronique sur Instagram. Mais là, j'ai envie de vous parler de Full Night. Parce que, alors, j'étais pas sûre que je lirais la suite, mais franchement, c'était vraiment... ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon démarrage de manga. Donc le tome 1, oui en France c'est bon, il est sorti en 2022. Le tome 1 sorti au Japon apparemment en 2021. Est-ce que je vous lis ce petit synopsis aussi? Depuis 100 ans, un épais nuage empêche le soleil d'éclairer la terre. La nuit et l'hiver se prolongèrent à jamais, la plupart des végétaux périrent.
L'humanité plaça ses espoirs dans la technique de transfloraison, consistant à transformer un humain en plante. Bien évidemment, ces opérations sont limitées aux personnes en fin de vie, pour une raison éthique, mais lorsqu'une prime de 10 millions de yens est accordée aux volontaires, certains n'hésitent pas à contourner les règles pour s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux, sans aucun avenir et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante, mais cette opération va lui accorder des talents qu'il ne soupçonnait pas. Il y a énormément de choses super cool dans Full Night. On a ce truc de un univers extrêmement oppressant. Cet environnement dystopique qui nous parle, parce que vu qu'on parle beaucoup d'enjeux écologiques, là, eh ben, en fait, c'est une façon de parler de ces enjeux d'une certaine manière, enfin, de montrer un monde d'après très sombre, qui est un monde qu'on voit pas forcément tous les jours. Pitch intrigante, pitch très intrigante, pitch très sympa. On a ce héros qui est vraiment au bout du roule. Sa mère elle est malade, ça coûte extrêmement cher de faire soigner, bien sûr il a aucune thune, mais ben si elle a pas de médicaments elle devient hyper dangereuse et tout, donc il est obligé de taffer à mort. Bien sûr il y a ce truc de productivité au travail où ça a l'air... En fait tout l'univers est extrêmement compréhensible, extrêmement simplement amené, mais on sent qu'il y a des enjeux, quoi. On sent qu'il y a des enjeux. Donc ça, c'est voilà, c'est cool. Il y a des enjeux globaux, quoi. Et il y a des enjeux sur notre héros qu'on va suivre. Donc, vraiment, déjà, on est assez vite dedans, quoi. On est assez vite pris par l'histoire. Et c'est bien rythmé. C'est, pour l'instant... C'est le problème que j'ai parfois avec les mangas, c'est... alors, moins les seinen, mais le shonen, même si j'en lis pas mal encore en ce moment, des fois on en a un peu ras le cul parce que c'est rythmé... c'est rythmé au fil des tomes qui sont allongés parce que la série, elle marche et que les lecteurs ont voté pour qu'on continue... les séries, je sais pas si vous voudrez qu'on en parle un peu de comment sont publiés les mangas et pourquoi certains mangas font 3 tomes et pourquoi il y en a qui en font 100. On pourra en discuter une fois. Mais du coup, ben, parfois, le rythme il est un peu bâtard parce que tu sens que c'est un faux rythme de peut-être que là ça sera bientôt fini ou peut-être pas. Là pour l'instant, ce début de saga est extrêmement bien rythmé. On a envie de savoir la suite. On est plongé dans un univers assez sombre, assez prenant. Voilà. Moi, dans les mangas que j'ai lus en 2022, j'en ai lu pas mal. Hein. J'ai hésité avec Léviathan, j'ai hésité avec A Journey Beyond Heaven, qui était vraiment très bien aussi, mais qui avait commencé l'année précédente, je crois. Mais là, c'est assez frais. Je l'ai lu il y a pas si longtemps, le tome 1, et je pense que c'est très très prometteur, Full Night. Si vous voulez les lancer dans une saga très adulte, assez sombre, avec en plus assez actuelle je trouve en termes de thématique, allez-y, franchement, vous pouvez foncer là-dedans. Hop. Voilà, ça c'était pour mon top 3 de mes lectures de cette année 2022. Bon, allez, c'est parti pour le top 3 des films. Eiffel, oh non, archi banal. Eiffel, c'était horrible. Autobanne-toi, oui. Bon, comment passer à côté de... Alors, je sais que c'est très tendance de dire qu'on n'a pas aimé, que c'est de la merde, mais moi, j'ai adoré Everything, Everywhere, All at Once. Alors la première fois que je l'ai vu, j'avais une migraine et j'étais en train de le regarder et j'étais au bout de ma vie.
Du coup, je me suis endormie plusieurs fois pendant le film, mais c'était pas un souci de... J'étais en train de m'ennuyer, c'était moi qui étais malade, qui était pas bien. Et je suis retournée le voir là quand il est sorti au cinéma en France. Et vraiment, j'ai été propulsée dedans. Le film dure 2h19. Moi, j'aime bien les films courts. Il est pas si court que ça, mais il passe très vite, j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une multitude de scènes et que le rythme est éprouvant. Mais alors, est-ce que je vous raconte? Voilà. Allez, on fait le synopsis à halluciner. Evelyn Wang est à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multiverse, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Je trouve un peu pété ce résumé. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est très dur à décrire, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un film incroyable sur la famille, sur l'héritage familial, sur les choix qu'on a ou non, voilà, sur... En fait, c'est un film qui a énormément qui explore énormément de pistes, et qui nous laisse à nous le loisir de nous faire notre propre... d'avoir notre propre réflexion dessus. C'est pas ça ouvre plein de pistes et ça répond à rien parce que le film a rien à dire. Non, là c'est vraiment... ça, je trouve, hein, après voilà, c'est vraiment propre à moi, ça nous laisse libre de nos interprétations, ça nous laisse libre de ce qu'on veut en tirer ou pas, de voilà, et c'est comment ne pas parler de la mise en scène qui est incroyable. C'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau. Les scènes sont folles, c'est un... En fait, il y a quand même des problèmes, parce que, j'allais dire, c'est un des meilleurs films de multiverse que j'ai jamais vu. Oui, mais c'est pété, hein. C'est un peu pété. Mais, en fait, comme c'est pas le propos c'est pas le voyage temporel ou les multiverses. En fait, le propos c'est pas là. Le multiverse, il est là pour servir au propos du film, justement. La mise en scène, elle est là pour servir au propos du film. Tout est cohérent. Et c'est incroyable, les acteurs sont super. Tous, vraiment. Je sais pas. Et en plus, c'est hyper émouvant. Moi, j'ai versé ma petite larme à la fin, je suis émue assez facilement, mais moi, quand j'en ai pour mon argent, en voyant des belles scènes, en étant émue, en étant impressionnée, voilà, que vous dire de plus. Et en plus, c'est un film qui sort des standards de ce qu'on peut voir, en fait. Donc, voilà. C'est pourquoi... Pour moi, il devait être dans ce top. Maintenant, je sais que c'est un peu la mode de taper dessus en ce moment. Toi aussi, t'as aimé Vito. Bon, tant mieux. Tant mieux. Donc, là, c'est le moment où je parle du film pété que j'ai vu. Et que il y a toujours un film que je mets dans mon top qui est vraiment genre le film juste pour moi. Tic et tac. Les Rangers du risque. Voilà. Est-ce que je vous ai dit que j'étais... est-ce que vous pensez que je suis élitiste en termes de cinéma? Voilà, Tic et tac, Les Rangers du risque, c'est mon dessin animé de l'année 2022. Voilà, bon, je pense que t'adhères ou t'adhères pas. Bon, alors moi, je suis fan des personnages de Tic et Tac. Je suis la personne qui, quand elle va à Disney, elle cherche qui comme perso? Tic et Tac. Tic et Tac, mes héros. Tic et Tac, je vous aime. Voilà, c'est tout.
Donc, moi j'ai trouvé ça hyper inventif et hyper... Est-ce que je vous fais le synopsis? Allez, je vous fais le synopsis. Le synopsis. De nos jours, Tic et Tac évolue autant dans le monde de l'animation que dans celui des humains. Depuis la déprogrammation de la série dont ils étaient les héros, leurs vies ont pris des directions diamétralement opposées. Tic s'est reconverti en représentant en assurance. Tic s'essuie avec le nez bleu, le nez noir. En assurance mène une existence ordinaire dans une banlieue résidentielle. À l'inverse, Tac a fait l'objet d'une opération médicale et se produit dans les galas et conventions empreints de nostalgie où il tente vainement de retrouver sa gloire passée. Lorsque un de leurs anciens partenaires d'aventure disparaît mystérieusement, Tic et Tac n'ont d'autre solution que de renouer avec leur amitié passée et de reprendre leur chapeau de détective pour partir à son secours. Mais oui, il était marrant, et big up à l'avocat qui a dû gérer les droits des différentes licences. Oui, il y a énormément de licences. Et du coup, ça mélange plusieurs types d'animation. On voit que Tic, il est en animation 2D à l'ancienne, et Tac, il est en 3D, parce qu'il veut toujours se renouveler pour attirer un nouveau public et tout. Il y a plein... Alors, je trouve déjà que c'était hyper inventif. Le travail des mélanges d'animation, monde réel et tout est super bien fait. Les doublages sont super. Alors je l'ai vu en VO, mais je sais pas si la VF vaut le coup, mais la VO elle est super. C'est drôle, c'est malin. Moi j'ai trouvé que les clins d'œil ils étaient très cool. C'est vraiment un film d'aujourd'hui. Ça parle d'énormément de choses. Justement, j'ai trouvé que c'était assez critique sur plein de choses sans être cynique, que c'était fun. Voilà. Après, peut-être que bien sûr, ça ne doit pas être dans le top 3 des films de l'année de la plupart des gens. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre absolu de tous les temps, qu'on retiendra dans 100 ans, mais franchement, il était excellent. Moi, j'ai passé un super moment. Je l'ai fini, j'avais envie de le revoir. Voilà. Est-ce que c'est pas ce qu'on demande à un film aussi, hein? Surtout à des films comme ça, surtout un film tic et tac. Ce n'est pas un reboot, c'est un comeback. Voilà, en fait, le film, pour moi, quand je vois, s'il y a des gens que je vois qui font des critiques négatives dessus, je trouve que le film est honnête avec lui-même, en fait. Et c'est ça qui est important. Et oui, il y a énormément de licences. Il y a toutes les licences qui passent de Disney là, qui passent dans Tic et Tac. Bon, et puis si vous êtes un peu nostalgique de cette époque, vous allez aimer quoi. Et j'ai longtemps hésité sur mon troisième, le troisième que j'allais mettre. J'ai hésité avec Top Gun. Mais je vais vous parler de La Nuit du 12, parce que j'avais envie de mettre un film français, parce que je vais quand même voir énormément de films français. Et je pense que c'est un des meilleurs films français que j'ai vu cette année. Et en plus, ça fait partie du genre de film que j'aime bien, mais que je trouve qu'ils sont pas toujours excellents. Le style un peu thriller policier, justement. Donc... un film sur un fait divers qui a une critique d'Hollywood aussi. Oui, tout à fait. Tic et Tac, c'est aussi une critique d'Hollywood et de plein de... En fait, on peut le lire aussi de plein... On peut juste se laisser porter par l'histoire et on peut le lire de plein de manières différentes. Et je trouve que c'est ça qui est bien dans les films pour enfants. C'est ça qui font des bons films ou pas. Hop. Ça a été à Cannes. La nuit du 12, parce que... Bah ça, c'est Otsuki, c'était dans ton coin, là-bas. En Isère. Pas vu celui-là. Alors ça, c'est le film de la déprime. Hein. Je vous ai mis des trucs où vous passez un bon moment. Là, vous pleurez, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Adaptation d'une œuvre littéraire. Vas-y, renvoie vers... Ok.
À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara, les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Il me semble que c'est un fait divers qui a vraiment eu lieu. Pas très loin, pas si loin de Grenoble, je crois. Attendez. La nuit du 12. Ouais, librement inspiré d'un réel cold case. Voilà, une affaire qui a vraiment eu lieu et qui a été... Est-ce que ça a été classé sans suite ou ouais, bon, on n'a pas de réponse quoi. Ah, ça a été tourné à Saint-Jean-de-Maurienne, voilà pour l'info. Super, on fera un petit GeoGuessr là-dessus. Donc, on va se rendre compte... Je trouve que, alors, ce film est très intelligent. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce film est très intelligent ? On va être donc on va suivre les policiers qui vont se charger de l'enquête du meurtre de Clara, c'est ça qu'elle s'appelle ? Clara. Qui va mourir la nuit du 12 janvier, il me semble. Bon. Je sais plus, mais c'est en hiver. Elle revient d'une soirée chez une copine et elle arrivera jamais chez elle. On va la retrouver brûlée à 2 pas de chez elle. Ils vont enquêter et ils vont se rendre compte. Donc on part sur la piste donc c'est un féminicide et on va partir sur la piste d'explorer ses relations, notamment amoureuses. Et en fait, il y a un truc qui va vraiment les marquer, c'est qu'en fait, toutes les personnes qu'ils vont rencontrer, que ça soit le mec avec qui elle couche actuellement, que ça soit le mec avec qui elle couchait avant, enfin son ex, son mec, les amants qu'elle a, tous les mecs qu'elle fréquente, en fait, ils seraient tous capables de la tuer. Et c'est ça qui est hyper angoissant. Ouais, c'est ça, c'est glaçant en fait, c'est glaçant de se rendre compte que ils trouvent pas qui c'est, mais en même temps, il y a énormément de suspects. Il y a énormément de suspects que cette pauvre fille, en fait, par la personne juste qu'elle est, elle a énormément de personnes qui auraient pu la tuer et des personnes proches d'elle, pas un demeuré, un fou qui tombe sur elle par hasard, vraiment des hommes autour d'elle, tous auraient un mobile, enfin pas un mobile, auraient ce truc de caractère d'agressivité pour la tuer. Et petit à petit, ils partent dans une direction, ils se disent « Ah bah là c'est bon, on a trouvé quelque chose, on a un indice, on va tirer cet indice à fond ». On sent que ça, vraiment, il s'y donne à fond quoi, pour résoudre ces enquêtes. Et à chaque fois, ça ne donne rien, ou alors ça donne quelque chose, mais rien qui peut vraiment aboutir. Et on sent l'obsession de Johan, du coup, le jeune enquêteur. On sent l'obsession grimper pour cette enquête petit à petit. Et c'est hyper prenant aussi. C'est un très bon thriller. Et c'est en plus très bien filmé, quoi. Donc voilà. Vraiment, si vous avez envie de rattraper un des films de cette année, un film cocorico
français. Allez-y, La Nuit du 12, c'est vraiment très bien. Attention, c'est assez déprimant par contre. Donc voilà. Voilà pour les 3 films qui m'ont marqué en 2022. Bon allez, let's go, on parle des 3 séries des 3 séries qui m'ont marqué cette année. Hop. Mon top 3 séries 2022. Et je vais commencer par Severance. Parce que même si je suis un peu dégoûtée du fait que la saison 1 se termine en cliffhanger de bâtard, et que du coup j'aurais aimé une conclusion potentielle. En fait je savais pas qu'il y aurait une saison 2. Vraiment c'est un des trucs les plus inventifs que j'ai vu cette année. Inventif, je sais pas. Enfin le pitch, vraiment. Donc, et en plus je m'attendais pas du tout à ce que... En fait, c'est pas le truc qu'on m'a survendu ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas genre House of Dragon ou les Anneaux de Pouvoir, on l'a attendu pendant des siècles et tout. Et du coup, t'as des attentes. Là, j'avais 0 attente pour cette série. Je ne savais même pas qu'elle existait avant de la lancer. Donc, on va suivre Mark Scott qui travaille pour Lemon Industries où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée de l'équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d'un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail et la sienne. Bon, en fait, tout le pitch, c'est ça, c'est les employés de cette entreprise, quand ils sont au travail, ils ne se souviennent pas de leur vie privée, et quand ils sont dans leur vie avant le travail, ils ne savent pas ce qu'ils font au travail. Ils sont vraiment dissociés. Voilà, je crois que c'est on dit ça la dissociation en français. Vraiment, déjà, c'est un super pitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas un super pitch, ce truc de je ne sais pas la personne que je suis quand au travail, je ne sais pas la personne que je suis dans le privé, etc. Donc les liens qu'il crée avec les personnes avec qui il travaille, quand ils sont en dehors du travail, ils se souviennent plus du tout les uns des autres, etc. Et vice versa. Du coup, on va... Puis c'est un peu mystérieux. Ce qu'il fait au travail, c'est très très mystérieux. On comprend pas bien ce qu'il fait. Vraiment, c'est... Voilà. Esthétiquement, c'est ce truc très gris, très vert et tout, très bleu, dans des tons très froids. Ça va très très bien avec l'ambiance de la série. Les acteurs sont tous très très bons, avec Adam Scott dans le rôle principal. Du coup, c'est une série à twist, clairement, enfin, à mystère, quoi. On va petit à petit découvrir déjà pourquoi les employés qui travaillent ici se sont dissociés. On va découvrir petit à petit. Et aussi, on va en apprendre plus sur la fameuse entreprise. Pourquoi aussi est-ce qu'ils veulent des personnes du coup qui soient dissociées pour travailler chez eux, comme tous les gens sont dissociés. Et voilà. Le mystère va grandir petit à petit, hop hop hop. On va avoir de la tension qui va monter. C'est pareil, ça pose plein de questions sur le rapport au travail, sur le deuil, sur beaucoup de choses en fait. On peut explorer énormément de sujets. C'est toujours très bien pour ça les séries, je trouve que ça prend plus son temps pour parler de beaucoup de sujets différents. Et elle est très réussie, à part je trouve que c'est très frustrant cette fin qui s'arrête vraiment sur un twist de fin d'épisode, t'attends l'épisode suivant quoi. Donc ça c'est
c'est un peu le défaut que je lui trouverais. On monte en tension, mais on t'apporte pas une conclusion à un moment, et après... Est-ce que c'est pas ça qu'il faut qu'on apprenne aussi? Savoir gérer la frustration? C'est une autre histoire. Tous les animés mangas qu'on m'a survendus, mis la pression pour que je regarde, j'ai détesté, c'est pour ça que j'ose pas regarder. Ah, Solo Leveling, je l'ai pas regardé du coup. Le truc du slime, je vois aussi. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est pas ça, comment ça s'appelle? Donc Severance, c'est une série Apple TV, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est la seule série Apple... Oui, Apple TV+. Voilà. Apple TV+. C'est très très bien. Voilà. La deuxième série dont je veux vous parler... Regardez dans les séries que j'ai vues. Cette année, je vous parle pas de The Office, hein, je vais pas vous faire cet affront de vous parler. C'est Andor. Ah. Mais, Nionio, pourquoi nous parles-tu d'une série Star Wars? Tu n'es pas forcément la cible. Putain. J'ai regardé tous les films Star Wars. Hein. Moi, j'ai été biberonnée au Star Wars quand j'étais petite. Ma mère, mon père, ils nous ont beaucoup fait regarder les films. J'étais allée au cinéma avec ma mère voir la prélogie. Voilà. Hein. Mais je suis pas une fan de l'univers étendu de Star Wars. Je vais pas regarder toutes les séries. J'ai regardé j'ai regardé un peu de Clone Wars, je crois. J'avais regardé un peu de Star Wars Rebels. J'avais pas regardé... mais Nionio, pourquoi tu nous parles d'une série Star Wars? Merci Vito, tu n'es pas forcément la cible. J'avais regardé un peu, mais j'avais vite abandonné. Voilà. Clairement, j'ai regardé aucune des autres séries Star Wars qui sont sorties récemment sur Disney+. J'en ai un peu rien à foutre. J'ai trouvé que la nouvelle trilogie Star Wars était un peu osef, quoi. J'en ai ras le cul, en fait. Je commence à saturer de Star Wars, alors que c'était un univers que j'aimais plutôt bien, quoi. Et Andor. Bon. Déjà, j'avais bien beaucoup... Dans les films récents de Star Wars, Rogue One, c'était sûrement celui que j'avais préféré. Donc, pourquoi pas Andor? Et on commence à en entendre un peu du bien et tout, de personnes qui sont comme moi, qui sont pas des personnes ultra fans de Star Wars, et dit, bah pourquoi pas, on n'a rien à regarder, on a la flemme de se lancer dans les anneaux de pouvoir, voilà. Et ben c'est super, vraiment. Déjà, c'est une série clairement anticapitaliste. Je sais pas qui est sur Disney+. Quoi, enfin, ouf. Star Wars, perso, c'est ma grand-mère qui me les faisait regarder quand j'étais tout petit. Je me faisais chier, j'étais là, s'il te plaît mamie, laisse-moi les jouer dehors. Ah ouais, merde. Ta grand-mère était fan de Star Wars. Bien, et ben j'ai pas regardé Mandalorian. On va suivre Cassian Andor, notre héros, voilà, interprété par Diego Luna, qui comment va-t-il devenir, malgré lui, un héros de la rébellion, et vraiment, c'est difficile. Donc on va voir ces trucs de jeu de pouvoir, de l'empire qui s'installe, de la répression, enfin tout ce qui fait un peu l'univers de Star Wars dans ses bons côtés, je trouve. C'est totalement déconnecté des Jedi et tout ça. Donc si on s'en tape des Jedi, c'est super. C'est vraiment le Star Wars du côté du petit peuple, des gens qui souffrent en fait. Et vraiment, c'est
extrêmement cool, c'est assez beau. Ça va, ils ont quand même un peu de budget, hein, je suppose. Les personnages sont très bien, assez subtils, pareil, sont pas des archétypes. C'est des personnages qu'on va pas voir dans les dans les films Star Wars ou dans les autres séries, je suppose. Après, je suis pas une extrêmement grande connaisseuse, et du coup on va voir comment petit à petit par des petits événements une rébellion va s'installer, et comment des hommes et des femmes qui n'étaient pas partis forcément pour se rebeller ou quoi que ce soit, ou embraser un certain destin, vont finalement prendre part du coup à cette rébellion, vont prendre part dans la politique d'une certaine manière ou d'une autre, etc. Et vraiment, c'est très bien. C'est très très bien. En fait, pour moi, c'est... vous appelez ça science-fiction, fantasy, comme vous voulez. Si vous avez envie de vous faire une série de SF, fantasy, qui est intelligente, qui est cool, qui est bien rythmée, avec des super personnages, moi je trouve que Andor c'est ce qui s'est fait de mieux en 2022. Voilà. Par l'autre série dont je vais vous parler, c'est The White Lotus saison 2. The White Lotus saison 2, que je trouve la saison 2 est mieux que la première, j'ai trouvé personnellement. Enfin, j'ai bien aimé la première. La première était très fun. Je pense que les gens sont peut-être pas d'accord. Je sais pas. La première était très très fun. Mais je trouve que la 2, au niveau des personnages, est plus subtile. Pas vu. Ah. C'est vraiment... c'est un truc très accrocheur. Je pense que beaucoup de gens peuvent aimer. Très dans l'air du temps et tout. Déjà, alors ça se passe en Sicile. C'est très beau. Donc The White Lotus, on va toujours suivre dans la saison 1, je sais plus, c'était à Hawaï, c'est ça, ouais. On était sur un hôtel de luxe à Hawaï, et là on est sur un hôtel de luxe en Sicile. Du coup on va suivre des gens méga riches qui peuvent se payer des suites en all-inclusive dans des palaces, quoi. Donc des gens qu'on connaît pas. Enfin, dites-moi hein, si vous connaissez ce genre de personnes, présentez-les-moi s'il vous plaît. Peut-être que vous êtes vous-même une personne très très riche là derrière votre écran, envoyez-moi de l'argent, allez-y, faites des subs gift, payez des subs à tout le monde. Si vous ne savez plus quoi faire de votre argent, je vous en prie, allez-y. Bon, moi je connais pas ces personnes-là. Du coup, bon, avec... vous voyez ce genre de personnes qu'on adore détester, quoi, vraiment. Et donc dans... Putain, archi banal. Putain, ils viennent pas au casino. Dans la saison 2, on va suivre toute une bande de très riches, principalement américains, qui viennent... se ressourcer en Sicile, parce que vous voyez la vie est dure, hein. J'en ai marre d'acheter des sociétés, de les revendre, ou les gens me fréquentent parce que j'ai un héritage de... voilà. Bref. Et du coup, à chaque fois, il va avoir... Alors là il n'y a pas... ça commence toujours l'ouverture par... toujours on dirait qu'il y a eu 10 saisons. La première, comme la deuxième saison, elle s'ouvre par la découverte d'un corps ou d'un meurtre, ou voilà, que sais-je. On va être en flashback sur qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on découvre ce corps. Comment y a-t-il pu avoir un mort alors qu'on est en vacances et que tout le monde est super, parce que tout le monde est riche, donc personne n'a de problème. Voilà, bien sûr que non.
Vraiment, déjà, c'est très très beau. Bon, ça donne envie de partir en vacances en Sicile et de pouvoir se payer un hôtel au bord de la mer. Ça donne envie d'avoir la garde-robe, bien sûr, de la moitié des personnages. Ça donne aussi envie de claquer la moitié des personnages. Ce que j'ai bien aimé dans cette saison 2, c'est que je trouve qu'il y avait plus de subtilité que dans la saison 1, dans le sens où Dans la saison 1, on était beaucoup sur le rapport de force entre les employés de l'hôtel, leur classe sociale et tout, et les personnages, les vacanciers, quoi, les riches vacanciers. Là, on est dans une plus subtilité aussi de nouveaux riches, anciens riches, rapport de classe, rapport de race, rapport aussi à la sexualité avec les personnages et deux jeunes italiennes qui se prostituent dans l'hôtel. Donc avec ça aussi qui est une monnaie d'échange, on va avoir beaucoup de pistes à explorer et de rapports qui se créent hiérarchiques entre les personnages, même dans la richesse. Et c'est... Il y a la tension qui monte aussi au fur et à mesure des épisodes, qui est extrêmement intéressante. Et vraiment, c'est hyper addictif à regarder. Et ça sortait à raison d'un épisode par semaine, comme ça se fait plus trop. Du coup, t'as ce truc-là de « Ah, c'est le soir de White Lotus, trop bien !» Et ben après, on peut débriefer tous ensemble et tout, c'est très cool. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous pouvez regarder les saisons indépendamment, même si dans la saison 2, il y a un personnage qui revient, qu'on avait vu dans la saison 1. Le personnage de cette très très riche héritière qui est jouée par Jennifer Coolidge. Vraiment. À part ce personnage qui revient, c'est pas du tout les mêmes persos dans la saison 1 et la saison 2. Donc vous pouvez les regarder indépendamment. Voilà. Et donc voilà. Pour mon top 3 séries. Je crois que je vous ai tout fait. Bon, on a fait mon top 3 mangas, BD, top 3 films, top 3 séries. J'en ai fini pour l'année 2022. Maintenant, on a hâte de voir quelles vont être les meilleures lectures, films, séries de 2023. Hâte de voir ça. Et vous, du coup, c'est quoi vos tops? Et voilà, YouTube, c'est fini pour mon top 3 films. C'est fini pour mon top 3 séries. Et c'est fini pour mon top 3 livres de l'année 2022. On était en direct sur Twitch, on a pu bien discuter aussi avec le chat, donc n'hésite pas à venir me voir sur Twitch directement, c'est plus sympa. Et on se retrouve toute cette année 2023 pour des bilans culturels, des lectures, des visionnages de films, de séries, hop. Viens me raconter en commentaire ou sur Twitch ce que t'as vu, et à bientôt!